Voilà, petite promenade quotidienne, ça fait du bien de marcher. Ça, pour ceux qui le peuvent, vraiment je conseille cet exercice quotidien. Ça nous aère l'esprit. Et puis, j'ai remarqué que quand on marchait, on pensait un peu autrement. Le cerveau fonctionne autrement. Et les idées viennent un peu autrement. Et déjà, j'avais remarqué quand on faisait des marches à deux avec un ami, les conversations prennent toujours une autre vigueur. Les échanges sont différents. C'est différent que de rester à parler autour d'une table ou dans un fauteuil. C'est d'une autre qualité. Mais pour ça, il faut marcher à vive allure. Et souvent, il y a des idées qui fusent, des intuitions, des remarques comme ça qui viennent de je ne sais où et qui parfois nous sont comme des inspirations, je dirais, ou des illuminations. Et là, je pensais en marchant, je pense au phénomène de rupture. Il y a les ruptures irréversibles dans la vie. On sait très bien qu'il y a des ruptures irréversibles. Je parle individuellement. Alors, il y a les ruptures irréversibles heureuses, et puis il y a les ruptures irréversibles malheureuses. Alors, les ruptures irréversibles heureuses, eh bien, c'est la naissance déjà d'un enfant. C'est une rupture irréversible, mais heureuse, c'est un événement heureux. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait autrefois la communion, c'est-à-dire le passage à la puberté de l'enfant, qui était ritualisé, qui a toujours été ritualisé dans toutes les sociétés traditionnelles, bien sûr. Rituel de passage. Et puis il y a le mariage. C'est un rituel également, mais c'est une rupture heureuse. C'est une rupture irréversible, heureuse. Et puis comme ça dans la vie, il y a les déménagements quand on s'installe pour la première fois, quand on est jeune. Ça aussi, c'est un rituel de passage. Mais en même temps, c'est une rupture heureuse dans notre vie de prendre son indépendance. Le permis de conduire, enfin plein de choses comme ça. Puis il y a malheureusement aussi les ruptures irréversibles malheureuses. Bon, c'est le deuil, hein. Le deuil, la séparation d'un être cher, ça c'est irréversible. Mais c'est ritualisé également. Ça a toujours été ritualisé. Et puis vous avez aussi dans les accidents de la vie. Alors on va pas faire toutes les numérations, mais bien sûr on pense individuellement, ça commence par nous, notre santé, le handicap, la chute malheureuse, l'accident de la route qui change tout. C'est irréversible, c'est une rupture. C'est une véritable rupture, c'est une forme de deuil aussi, et séparation aussi. Et divorce, la séparation d'un couple, c'est une rupture irréversible, la plupart du temps irréversible. Quelque chose a cassé, quelque chose ne reviendra plus. La rupture amoureuse, parce que quand on est dans un climat de passion amoureuse, il y a un jour où ça s'arrête, il y a une rupture. Et là, c'est irréversible également.
on ne reconstruit pas, on ne rebâtit pas, ça ne revient pas, c'est parti. Et donc, là où je veux en venir, c'est que autrefois, quand je dis autrefois, c'est dans les sociétés dites traditionnelles, les humains étaient conscients de ces ruptures, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, mais en étaient conscients. Et que pour passer ces ruptures, pour les absorber, il y avait un collectif. C'est-à-dire collectivement, on aidait la personne à passer l'étape. Mais que ça soit, on se réjouissait ou on pleurait avec. Mais c'est pareil en fait. On négociait la rupture collectivement. Et donc, tout cela, ça s'appelle des rituels de passage. Et puis, notre société moderne occidentale, bien entendu, a perdu tous ces rituels et a perdu le collectif. D'où cette nouvelle donne dans nos sociétés modernes, j'entends, où l'humain s'est individualisé, donc est seul, et les ruptures donc sont plus supportées ou portées par la communauté. Ça entraîne évidemment une souffrance beaucoup plus forte, puisque ce qui nous épaulait autrefois ne nous épaule plus. Les familles éclatées, les familles explosées. Autrefois, on vivait des ruptures familiales, mais il y avait... Enfin, la famille constituait un soutien, je veux dire. Et puis, les familles se sont... Plus ou moins, beaucoup de familles se sont désarticulées. Et la famille ne joue plus ce rôle-là d'assistance, je dirais. Alors, les ruptures, quand elles sont malheureuses ou irréversibles, elles sont beaucoup plus difficiles à vivre. Quand tout le monde est autour de vous, c'est quand même plus facile que quand vous êtes seul. Moi, j'ai eu l'expérience d'enfants uniques, filles ou garçons, qui ont fini leur jour avec leurs parents, leurs vieux parents, et puis le jour où leurs parents... Donc c'est des petites familles, des familles où il y a un enfant unique, tout ça, ça arrive. Et puis le fils ou la fille perd ses parents, et là c'est la catastrophe. J'ai rencontré des gens comme ça, où c'était insupportable, ils n'arrivaient plus à s'en remettre la disparition de leurs parents, parce qu'ils formaient un petit noyau qui a été cassé. Et c'est irréversible, bien sûr. Et ça, ces gens-là, très seuls en fait dans leur noyau, s'en remettent pas. J'ai eu des cas comme ça. J'ai vu des cas de ce genre. Très très dur. Surtout quand il n'y a pas d'enfants derrière, quoi. Quand c'est des filles ou filles uniques, mais je dirais célibataires, qui n'ont pas créé, ou qui n'ont pas constitué de famille. Ça existe, hein, il y en a dans la société. Des cas comme ça. C'est des cas extrêmes, mais il y en a. Et là, c'est un bouleversement total. Quand ils se retrouvent seuls, pour le coup, très très seuls. Parce qu'ils ont perdu les derniers membres de leur famille, quoi. Rupture irréversible, non ritualisée, bien entendu, sur le plan collectif. Et puis là où je veux en venir, ça c'est prendre conscience déjà de ça, c'est important. On pourra pas tenir. Hein. Les humains ne pourront pas tenir sur ce modèle-là, ils ne pourront pas. Il va y avoir plein de gens qui vont péter des câbles, faire des dépressions, vivre avec des antidépresseurs à vie. Enfin, il suffit d'observer autour de nous. Hein. On voit que ça va casser, que la corde est trop tendue, que ça ne tiendra pas. Mais au-delà de ça, au-delà de cette rupture individuelle, je dirais, de toutes ces ruptures individuelles, eh bien, nous allons vivre collectivement une méga rupture. Mais une méga rupture irréversible. C'est là où je veux en venir. La dernière vidéo que j'ai postée,
entre Macron et le pape, pour moi, c'est l'image même de quelque chose d'irréversible. Il y en a qui n'ont pas compris, pas beaucoup, mais il y en a qui n'ont pas compris. Bon, ça, je sais que les gens ne comprennent pas. Mais dans ma culture, le souverain pontife, enfin, ce personnage, c'est comme la reine d'Angleterre, si vous voulez. On ne voit pas la reine d'Angleterre, elle a son statut. On sait que ça sera la dernière, le dernier monarque, avec ce côté hiératique comme ça, ce côté presque sacré. Ils incarnent une certaine... C'est des personnages qui ne sont pas... Évidemment, c'est pas de la fierté, c'est incarner une certaine sacralité, ce qui est différent. C'est pas de la prétention, c'est pas personnel, on incarne une fonction. C'est ce que beaucoup d'esprits modernes ne comprennent plus. C'est-à-dire que le pape, c'est pas lui, pas machin, c'est pas la personne en elle-même, c'est ce qu'elle incarne. Et cette perception de l'incarnation, nous on l'a perdue avec les présidents de la République respectifs qui ont de moins en moins incarné cette espèce de sacralité nécessaire. Dans un groupe humain, c'est nécessaire d'incarner cela. Si vous n'incarnez plus ça, la société va se déliter, c'est automatique. Mais au-delà de... Je parle du souverain pontife, là, qui n'incarne plus cette sacralité vers laquelle on avait une certaine, comment dire, révérence, on se comportait d'une certaine manière, d'où le protocole. Le protocole, les gens disent que c'est idiot le protocole. Non, le protocole, ça a sa fonction, c'est comme le rituel. Tout ça, ça a une fonction bien précise sur le plan déjà symbolique et sur le plan aussi, je dirais, psychologique, dans nos interrelations les uns avec les autres. Il y a des protocoles, comme quand vous allez en Afrique, il y a un protocole particulier quand on reçoit un autre. J'y suis allé en Afrique, là on respecte les anciens, on a une certaine dévotion par rapport à celui qui est âgé. Dans nos sociétés modernes, on a perdu cette espèce de dévotion. On jette à la poubelle les anciens, c'est complètement... C'est là aussi, il y a une perversion terrible par rapport à ça aussi. Mais ça oblige les anciens à se comporter aussi dignement aussi. Il y a une réciprocité dans la fonction. On doit incarner aussi. Peut-être que si ça s'est désacralisé chez nous, le respect des anciens, c'est parce que peut-être que les anciens ont perdu aussi ce statut-là eux-mêmes en se désacralisant par leur comportement, par cette espèce de jeunisme que certains veulent incarner. Enfin, bon, bref, je ne vais pas développer là-dessus, c'est pas ça que je veux développer. Il y aura d'autres occasions. Mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, on va vivre une rupture, je dirais, une rupture irréversible, mais au niveau collectif, au niveau sociétal, au niveau civilisationnel. Et ça explique pourquoi on va donc voir une partie de la population qui va s'enfermer, et je ne leur jette pas la pierre, hein, soyons clairs, mais qui va s'enfermer dans la nostalgie. La nostalgie, c'est quand il n'y a pas d'avenir devant nous, c'est qu'on ne voit plus d'avenir, et c'est qu'on craint l'avenir même, on craint ce qui nous attend. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comme les gens âgés, on va aller puiser dans nos souvenirs un réconfort. On va aller dans nos souvenirs puiser un réconfort. Et on va finir par être nostalgique. Voilà. Et on va donc se mettre des meubles anciens chez nous. On va recréer une ambiance un peu à l'ancienne, avec des bibelots, de tout ça qui nous ramènent à l'ancien monde. On va regarder nos albums photos, on va regarder des vieux films. Tous ceux qui regardent les vieux films sont des gens nostalgiques. Parce que le monde qui vient nous fait peur. Et on se sent très bien. C'est une manière de se défendre. Hein. C'est une réaction tout à fait légitime. Il n'y a pas de mal à ça. C'est légitime et je le comprends parfaitement. Moi-même, je peux être dans cet état d'esprit. Aussi, souvent, ça m'arrive d'être dans la nostalgie. Mais je sais que ce n'est pas la solution. Hein. La nostalgie, ça n'a jamais été la solution. De vivre et de s'enfermer dans les livres d'histoire et de vivre sur une histoire parfois même un peu revalorisée, fantasmée aussi. Il y a ce risque aussi. Mais nous allons tous vivre donc une rupture collective. Et cette rupture collective, elle n'est pas du tout ritualisée.
C'est-à-dire, c'est pas comme s'il y avait un rituel de passage qui allait collectivement nous aider à passer d'un état à l'autre, ou peut-être d'un état de conscience à un autre état de conscience. Ça va se faire un peu dans l'anarchie et le désordre, presque la contrainte. C'est ce que nous sommes en train de vivre, je pense, une rupture collective sous la contrainte. Et donc, les conséquences, je l'ai déjà dit, premièrement, on se réfugie dans... Je fais demi-tour. Voilà. On se réfugie dans la nostalgie. Donc, il y a plein de symptômes. La nostalgie, ça va être effectivement de retrouver la terre, quitter les villes, retrouver la nature, avoir une vieille maison, se replonger dans la lecture, écouter de la musique ancienne, etc. Bon, ça, c'est une manière de se protéger, de réagir face à ce qui est en train d'arriver. Mais les provocations vont se succéder. Moi, j'ai eu ma petite provocation avec le pape et Macron, mais c'est rien. Il y a eu la provocation aussi de Macron avec qui a été également une forme de provocation pensée, c'est celle de la fête de la musique à l'Élysée. L'Élysée, ça avait un côté encore sacré auprès des gens, parce que c'est le pouvoir. Il a désacralisé en faisant venir ces espèces d'uluberlus qui ont chanté des chansons qui étaient en anglais, mais qui étaient pornographiques, disons-le. Et ça a été... Et on a vu Macron et sa femme assis avec ce groupe de musiciens provocateurs à l'envie, c'est-à-dire qui ne correspondent pas du tout, même pas à la culture, à notre propre culture française. Ça a été voulu, ça a été fait volontairement. Donc Macron désacralise. Et ça, c'est parce que on est en train de passer dans un autre paradigme. Alors, en gros, je dirais que pour simplifier, c'est l'ennemi qui va nous obliger, quoi qu'on en veuille, à vivre cette rupture collective, culturelle. Le système incarné par Macron va nous contraindre à nous dépouiller de tout ce à quoi, je dirais, on était attaché. On était attaché parce que esthétiquement, ça avait quand même de la gueule, et puis même, on aimait bien avoir nos repères, nos codes, la morale qui va avec, les principes, le principe du travail, de comment gagner de l'argent, toutes ces valeurs traditionnelles vont voler en éclats. Et je dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, je me prononce pas du tout sur ça. Je constate simplement ce qui est en train de s'opérer. Et ce que je vois, c'est que collectivement, cette rupture forcée, violente, brutale, va avoir des conséquences sur nos vies. C'est-à-dire qu'on va tous passer, je dirais plus ou moins, mais on va tous passer à la moulinette. Et ça va avoir des répercussions comme, comment dire, ça va s'émietter les répercussions. Vous savez, c'est comme un verre qui se brise, tous s'émiettent. Ben là, ça va être pareil. C'est-à-dire que ça va s'émietter dans nos vies. Et ça va avoir des conséquences à plusieurs titres. Ça va avoir des conséquences dans notre intimité, dans nos familles. Déjà, on voit ce qui s'est passé avec le pass sanitaire, la vaccination. Ça a créé un émiettement et des conflits dans des familles, au sein même des familles, au cœur même des familles qui étaient harmonieuses, qui s'entendaient. J'en ai des exemples. Donc, déjà, ça va commencer par ça. Ensuite, les couples. Ça va fragiliser les couples. Encore plus. Ils sont déjà fragilisés, mais là, ça va encore accentuer la fragilisation de tous les couples. Et ça va fragiliser la relation des parents avec leurs enfants. Ça va fragiliser les gens dans leur travail, dans leur relation au travail. Parce que les mécanismes de promotion, de fonctionnement dans une entreprise vont être bouleversés. Ce ne sera plus les règles traditionnelles du travail, du sérieux, tout ça. Non, on va voir même l'inverse.
on va avoir des farfelus, des gens tricheurs, menteurs, qui vont avoir beaucoup plus de succès que le prototype du bon élève, je dirais, de celui qui a coché toutes les cases. Donc ça va créer des désordres dans l'esprit des gens, ils ne vont plus comprendre. Je prends un exemple. J'ai connu dans mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient, comme on dit, ils avaient rempli toutes les cases. C'est-à-dire ils étaient rentrés dans une boîte, dans une administration, ils n'étaient jamais tombés en malade, ils n'ont jamais abusé de la maladie, ils ne se sont jamais arrêtés, ils ont bossé comme des malades, et c'est la collègue ou le collègue qui lui n'a rien foutu, qui était promu et qui avait des primes. Plein d'exemples comme ça. Et en plus, ces gens parfois sérieux, intègres, etc., se sont retrouvés être le bouc émissaire dans l'équipe. Ce qui dérangeait. Quand vous êtes dans un environnement où tout le monde se fout de tout, celui qui dérange et celui qu'on va persécuter, c'est celui qui joue le jeu du sérieux, qui est différent. Il dérange l'ensemble. Donc ces gens-là, il va falloir les éliminer. C'est-à-dire qu'il va falloir structurellement changer nos mentalités, être beaucoup plus intelligent, dans le sens où je suis intelligent et je m'adapte à ce nouvel état d'esprit qu'il va y avoir et qu'il y a déjà dans les entreprises et dans les administrations. Ça, c'est une chose. Alors, comme je disais, rupture collective dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, personnelles, et rupture qui va entraîner aussi un désordre sur le plan de la santé. Nous allons être beaucoup plus fragiles. Beaucoup plus fragiles. Notre santé va être plus fragile. Pourquoi? Parce que tout cela contribue à affaiblir aussi notre système immunitaire. C'est un stress collectif qui va nous affaiblir. Donc c'est pour ça que je dis bien, dans les temps particuliers que nous vivons, moi c'est comme ça que je vois les choses, peut-être que je me trompe, mais moi c'est comme ça que je vous les livre. C'est pour ça que dans les temps que nous allons vivre, il va falloir on est obligé de se trouver des alliances, des gens sur lesquels on peut compter, même si c'est qu'une personne, mais au moins un ami, une amie, créer des petits réseaux si on peut, mais des mini-réseaux, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il ne va pas y avoir de grande fraternité, le contexte ne se prête pas à ça, c'est fini ça. Mais pour survivre, il faut se trouver une main, une épaule, et que ce soit réciproque. Et c'est le problème en général, c'est qu'il n'y a pas de principe de réciprocité. Alors ça, pour chercher des gens qui vous écoutent, ça, on est bon. Mais toi, écouter l'autre, c'est plus rare déjà. Parce qu'en fait, tout le monde a envie de parler de son histoire, de parler de son cas, mais pas trop de s'épancher sur l'autre. Parfois, même ceux qui s'épanchent trop, ils peuvent être inversement des forces de vampires aussi, qui se nourrissent de votre souffrance. Faire attention également. Tout ça, rien n'est simple en fait. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'époque où on vit, malheureusement, il va falloir y passer. Il ne va pas avoir le choix. Peut-être que derrière, quelque chose va jaillir, va se manifester. Parce qu'il faut bien comprendre que ça ne sera pas toujours comme ça. Sinon, c'est toute l'humanité qui va mourir. Non. D'une certaine manière, certains principes vont réapparaître. Certains mécanismes vont réapparaître qui ne seront pas en opposition avec, je dirais, toutes les traditions qu'on a connues, mais qui seront peut-être une autre tradition, une nouvelle forme de tradition renouvelée. Il y aura des symboles anciens qui reviendront, mais qui nous seront révélés. On a peut-être vécu aveuglément de certaines traditions, de certains symboles, mais dans l'aveuglement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de signification de ces symboles. Et peut-être qu'on va les redécouvrir, peut-être qu'on va en reprendre conscience, et que cette prise de conscience de ces symboles dont on vivait autrefois d'une manière un peu somnolente, eh bien peut-être que ça va éveiller en nous d'autres choses. En tous les cas, la mutation, elle va s'opérer, elle va passer par cette crise actuelle. Mais la crise, il faut la passer, c'est ça qui est important.
il s'agit de la passer et de s'en sortir. Alors je ne sais pas si moi je m'en sortirais personnellement, j'en sais rien. Franchement, et c'est pour ça que dans une de mes vidéos, je dis des fois je m'abandonne je m'abandonne dans les bras de la providence, comme on disait d'autres fois dans l'église, et puis vaille que vaille quoi. Mais d'une certaine manière, c'est du lâcher prise comme on dit, mais j'aime pas trop d'en parler parce que ça a été tellement galvaudé ce terme de lâcher prise par le New Age, tout ça, que on ne peut plus trop l'utiliser cette notion. Mais derrière ça, c'est quand même ça. Derrière cette notion de lâcher prise, il y a quand même cette idée de s'abandonner, de ne pas abandonner. Rien à voir avec le fait d'abandonner le combat, mais de s'abandonner. Ce qui est différent. C'est une subtilité qu'il faut intégrer ça. Mais ne pas abandonner non plus, par contre, notre désir de passer l'étape. Parce que ce qui compte, c'est de la passer. C'est pas de survivre comme les survivalistes veulent survivre, c'est-à-dire s'enfermer dans un bunker, faire des réserves et attendre que tout ça passe. C'est une erreur. Mais alors, grosse erreur du survivalisme. Je peux comprendre. Toujours pareil, on peut comprendre, on peut être indulgent par rapport à ces gens qui sont dans la paranoïa et qui se protègent de tout et qui envisagent le pire de pire, manquer de nourriture, des agressions, des guerres civiles et tout ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va passer l'étape, elle est pas faite pour ça. Là aussi, c'est une forme de mécanisme autodestructeur. Non, il faut accueillir l'épreuve, je crois, quand je dis il faut, j'en sais rien, je pense, c'est mon point de vue, je pense qu'on doit voir que cette épreuve est une forme de nécessité pour l'homme de dépasser, justement, de se dépasser et de passer à autre chose. Voilà. Bon, c'est une idée qui a déjà été développée, mais moi, ce que je pense qu'il faut, c'est ça, c'est trouver les moyens de passer l'épreuve sans y laisser notre peau. Parce que certains, et ça je le sais, parce que je l'ai vécu, j'ai eu énormément d'entretiens, hein, j'ai rencontré beaucoup de gens. Là, je vis aujourd'hui dans la solitude, dans une forme de solitude monacale, mais choisie, volontaire, et que j'assume tout à fait. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que j'ai ce recul, j'ai cette tranquillité, cette paix qui me permet de m'exprimer comme ça. Sinon, je ne pourrais pas. Si j'étais dans l'activité, tout ça, je ne pourrais pas. Et puis, ça correspond aussi à mon âge, ça correspond à ce cycle de ma vie. Mais je suis tout à fait conscient que ce passage, certains vont certainement y laisser leur peau. Et donc, l'avertissement, il est là, c'est-à-dire qu'il faut être tout à fait conscient qu'on doit se munir de certaines précautions pour pouvoir passer ce moment. Et la précaution principale, c'est déjà, première précaution, c'est d'être conscient, de ne pas vivre dans le déni. Le déni, ça ne sert à rien. D'être conscient qu'on va vivre une rupture irréversible, collective, et que le paradigme va changer. Il ne va pas falloir non plus qu'on se fasse trop mal à s'offusquer de tout. Parce que moi, je me suis offusqué là, du pape et de Macron, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. On va être offusqué de beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses vont nous offusquer, vont nous provoquer dans nos croyances, dans nos certitudes, dans nos idéologies. Ça, c'est pas, je dirais qu'une certaine... Mais on va être offusqué, on va être provoqué. Ça peut nous rendre violents même. Très violents. Et puis, ensuite, on va perdre notre monde que l'on avait. Et ça va être le plus dur, c'est de faire le deuil de notre civilisation, en tous les cas de nos repères, de ce qui nous a fait ce qu'on est aujourd'hui, de toutes les valeurs. Nos valeurs, c'est important, c'est ce qui nous aide à vivre. Hein. Donc ça, il va falloir faire le deuil. Je ne dis pas abandonner les valeurs, mais je dis faire le deuil que ces valeurs vont ne plus être partagées par l'ensemble de la communauté. Et ça va être dur. Et puis notre bon sens, notre sens critique, notre manière de voir le monde, notre vision du bien et du mal,
notre fausse rationalité. On a une rationalité, mais pas si rationnelle que ça. Mais tout au moins, c'est là-dessus qu'on avait bâti nos vies. Et tout ça va être bouleversé, vraiment bouleversé. On va voir des choses tout à fait incongrues. On va être surpris. On va pas là, déjà, on est tellement surpris par tout ce qui se passe en termes d'incohérence concernant la gestion de la crise sanitaire. Mais ces incohérences, on va être comme passer à la moulinette de multiples incohérences comme ça. D'autres vont arriver, plein. Et ça va sidérer beaucoup, ça va mettre à la sidération certains, ça c'est sûr. Comme paralysé tellement ça sera fou. Mais on y va. Donc il faut s'y préparer déjà. Et s'y préparer, c'est déjà une partie de gagner. Et puis ensuite, durant ces périodes, eh bien, va falloir certainement trouver moyen faut trouver chacun un moyen de s'aider mutuellement. Alors, je vais vous dire, un ami, une amie, s'aider humainement. Parce que je vois pas comment, tout seul, vraiment absolument seul, je vois pas comment on peut s'en sortir. Je vois pas. Alors là, nos réseaux, ils sont faits pour ça, nos échanges, on se sert comme on peut de ces outils-là pour justement créer une forme de réseau, je dirais, virtuel. Alors ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je n'ai pas encore tiré toutes les conséquences de ça. Ça vaut ce que ça vaut. Mais un message gentil, une intention, une bonne intention, bah, tout ça, le fait de s'exprimer aussi, ça fait du bien. Ça fait pas de mal en soi. Ça peut être une petite aide, mais c'est sûr que le plus important, c'est la proximité, c'est la réalité. C'est de sortir à un moment donné du virtuel et d'avoir autour de soi des gens, pas multitude, peut-être une personne ou deux. Parfois même, peut-être pas, pourquoi pas un animal, hein, je ne sais pas, un animal de compagnie, sa présence peut nous aider aussi. Va se raccrocher à des petites choses comme ça pour tenir simplement le coup, pour simplement passer comment dire, la tempête qui est en train d'arriver là, qui va progressivement s'installer et créer une forme de chaos. Voilà un peu comment je sens les choses, voilà un peu comment je les vois venir. Maintenant, je peux complètement me planter. Je suis pas du tout fanatique, hein. Je m'accroche pas du tout à mes idées comme si c'était la vérité absolue. Hein. Comme je dis toujours, je suis dans le doute, je tâtonne comme ça, à droite, à gauche, on essaie d'observer, de voir ce qui se passe, et puis de sentir un peu les choses, de sentir d'où vient le danger. Mais c'est tout. Pas de certitude. On verra bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.